Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui brûle l'argent. Super dur à concrétiser dans la vraie vie, mais que personne ne veut lâcher. Les IVTOL habités. Et non, je ne parle pas du petit quadricoptère qui livre ton repas en bas de chez toi, ni du drone DJI devenu la star du monde de la photo. Là, on parle de vrais taxis volants, ceux qui peuvent t'emmener toi dans le ciel. Le monde entier se lance dans les taxis volants. Les États-Unis font des essais à tout va, la Chine enchaîne les démonstrations, et l'Europe, elle s'emballe pour écrire des normes. Dès 2019, l'EASA a publié le tout premier cadre de navigabilité au monde dédié au eVTOL, le SC VTOL. Autant dire que c'est devenu le modèle que tout le monde a fini par recopier. Et en 2025, l'agence continue d'ajouter de nouveaux Means of Compliance, comme le MOC5, pour préciser et affiner encore plus les exigences. Mais la réalité, c'est que, jusqu'en août 2025, aucun eVTOL habité n'a obtenu de certificat de navigabilité de la FAA. Alors, les vols commerciaux à grande échelle, on en est encore très loin. Jetons un œil côté technique à ce qu'est vraiment un eVTOL habité. Et au passage, l'Europe va-t-elle encore réagir en retard, comme pour les voitures électriques et l'IA ? Un eVTOL habité, ce n'est pas du tout un petit drone de loisir. Comme après la Seconde Guerre mondiale, quand on imaginait les futurs avions de ligne, les eVTOL suivent aujourd'hui plusieurs voies technologiques. Certains, comme le Volocity de Volocopter, misent sur un pur concept multirotor. D'autres partent de l'avion classique et l'améliorent, avec un accent sur la portance en vol et l'efficacité en croisière. Et bien sûr, il y a eu la filière à turbine carénée qui s'est déjà cassé la figure. Un peu comme le Concorde, mythique, brillant, mais impossible à vraiment s'imposer dans l'aviation commerciale. Pour les configurations multirotor, la voie technologique est relativement simple. On utilise plusieurs petits rotors pour produire la poussée, et la logique de contrôle ressemble à une version géante d'un drone. Du coup, on retrouve les mêmes atouts. Une excellente stabilité en vol stationnaire, une commande intuitive et une bonne redondance grâce au nombre de rotors. Mais les inconvénients sautent tout autant aux yeux. En croisière, leur rapport portance-traînée est catastrophique, et avec une propulsion électrique, difficile d'assurer une autonomie correcte. Résultat, les modèles actuels sont lents, avec une portée limitée, et vraiment adaptés seulement à des trajets point à point dans des zones urbaines très denses. Pour conserver les qualités d'un véritable avion, une autre philosophie de conception est apparue. Mettre l'accent sur les performances en vol, surtout en phase de croisière. Cette approche vient principalement des États-Unis. À la manière du V-22 Osprey militaire, ces appareils décollent et atterrissent verticalement comme un multirotor, puis, une fois en croisière, ils cherchent à se transformer en petit avion. Les ailes reprennent l'essentiel de la portance et le rapport portance-traînée s'améliore nettement. L'avantage ? Une bien meilleure efficacité en croisière, une vitesse plus élevée et une autonomie qui peut atteindre 100 à 200 km, idéale pour des vols urbains plus longs ou interurbains. Mais passer d'un décollage entièrement propulsé par les rotors à un vol principalement sustenté par les ailes, ce n'est pas trivial. Il faut gérer la transition, la répartition de la poussée, les marges de décrochage, le contrôle de vol. Bref, l'intégration technique devient très complexe. Et puis il y a le concept le plus classe, le plus premium, le plus futuriste, le ducted fan. On ne parle plus de réalité, mais d'idéal. C'est le genre de design dans lequel la plupart des ingénieurs rêveraient de plonger. Un ventilateur caréné qui réduit nettement le bruit et améliore l'aérodynamique. Sauf qu'en croisière, c'est élégant, mais en vol stationnaire,
ça devient une sorte de mixeur d'air qui se complique la vie tout seul. Et pour offrir une belle coque sophistiquée à l'hélice, on se retrouve à rajouter une vingtaine de kilos, sans parler des problèmes de dissipation thermique, d'interférence dans l'écoulement, de redondance de sécurité, etc. Bref, un paquet de défis. Voilà pourquoi cette voie est celle qui dépense le plus, tout en avançant le plus lentement. C'est une tentative pleine de romantisme, mais aussi un triste rappel des dures réalités commerciales. Pour les aéronefs à énergie nouvelle, le problème des batteries est incontournable. Actuellement, les batteries certifiables pour l'aviation offrent à peine environ 200 Wh par kilogramme au niveau système. Et une fois qu'on retire la structure, la redondance et toutes les marges de sécurité, ce qui reste réellement pour les passagers plus l'autonomie est très limité. C'est pour cela que les eVTOL électriques actuels affichent généralement une portée utile d'environ 100 à 250 km. Le problème est particulièrement critique en phase de décollage et d'atterrissage vertical. La consommation d'énergie explose et la gestion thermique devient un vrai défi. Voilà pourquoi, dans la communication de nombreux eVTOL, on insiste toujours sur des termes comme batterie à haut taux de décharge, refroidissement liquide, gestion intelligente de la puissance, etc. En résumé, pour un eVTOL, la moitié de son énergie part dans ces quelques secondes de décollage et d'atterrissage. Et comme la filière tout électrique reste limitée par la densité énergétique, certains groupes commencent à explorer l'hybride ou même les piles à hydrogène. Mais là, on entre dans une autre catégorie de risques techniques. Alors, on laissera ce sujet pour une prochaine fois. Sur un hélicoptère classique, le pilote utilise le manche pour modifier directement le pas général et le pas cyclique des pales. Et c'est ainsi qu'il contrôle l'appareil. Même si la chaîne mécanique et hydraulique est longue et complexe, le pilote garde toujours une sensation directe de ses commandes. Mais pour un eVTOL multirotor ou portance plus croisière, c'est une autre histoire. Il y a des dizaines de moteurs et plein de gouvernes. Un pilote ne peut absolument pas se dire en vol « le moteur 3, moins 2%, le 7, plus 5%. » Impossible. Du coup, le pilote ne donne que des consignes d'attitude ou de trajectoire. Et en dessous, c'est tout un système fly-by-wire et un contrôle distribué qui doivent déterminer comment exécuter ces consignes de façon précise et efficace. Une partie de la poussée doit servir à cabrer l'appareil, une autre à l'accélérer. Une partie de la portance vient des rotors, une autre des ailes. Alors, qui domine et qui assiste à chaque instant? Tout cela est géré par les algorithmes de commande de vol en arrière-plan. C'est pour cette raison qu'un eVTOL embarque 3, voire 4 ordinateurs de commande redondants. Ce n'est pas parce que les ingénieurs adorent empiler des technologies futuristes. C'est simplement que la panne d'un seul capteur ou d'un seul canal de contrôle peut faire perdre instantanément le contrôle de l'attitude et de la trajectoire de l'appareil. L'un des arguments des eVTOL, c'est qu'ils sont bien plus silencieux qu'un hélicoptère. Mais il y a un détail. Le niveau sonore global baisse, mais la structure fréquentielle change. Avec leurs multiples petits rotors tournant très vite, les eVTOL génèrent beaucoup de bruit dans les hautes fréquences. À l'oreille, ça peut donner l'impression qu'une nuée de brosses à dents électriques traverse le ciel. Et pour les habitants en ville, ce bourdonnement aigu peut vite devenir agaçant. C'est pour cela que des villes comme Paris ou Rome, lorsqu'elles lancent des projets pilotes de mobilité aérienne urbaine, doivent réaliser énormément de tests acoustiques
et dialoguer avec les communautés locales. Il faut même réfléchir à la distance des corridors aériens par rapport aux zones habitées et aux plages horaires où le vol est autorisé. C'est un point où l'Europe paraît lente, alors que c'est en réalité essentiel. Ailleurs, on a souvent l'approche « on vole d'abord et si ça gêne, on verra après ». En Europe, c'est plutôt « on convainc les voisins d'abord et ensuite on envisagera de te laisser voler au-dessus de chez eux ». Et sur ce point, l'Europe peut dire fièrement qu'elle est largement en tête. L'EASA a publié le cadre SCVTOL dès 2019 et continue depuis à mettre à jour les Means of Compliance. Même en 2025, les itérations se poursuivent. C'est le tout premier système réglementaire entièrement dédié au EVTOL, une véritable architecture complète qui décrit en détail la configuration, la commande de vol, la redondance, la propulsion électrique et même les procédures d'évacuation. Mais le souci, c'est que avoir les meilleures règles sur le papier ne suffit pas si les appareils ne volent pas. Le marché de demain, les données opérationnelles, l'expérience réelle, tout cela risque d'être capté d'abord par les États-Unis, la Chine, le Japon ou même le Moyen-Orient. Aux États-Unis, beaucoup de projets eVTOL misent sur l'amélioration des performances, plus de portance, une meilleure efficacité en croisière. D'un côté, les distances entre les villes américaines sont grandes. De l'autre, l'objectif est de créer un véritable réseau, ville à ville, zone métropolitaine, liaison aéroportuaire. Et comme le prix visé se rapproche de la classe affaires, l'autonomie et la vitesse de croisière ne sont pas de simples caractéristiques, ce sont elles qui déterminent directement la rentabilité. Prenons Joby et Archer. Leurs autonomies tournent autour de 150 à 250 km, avec des vitesses de croisière dépassant les 200 km/h. L'objectif est clair, grignoter le marché des trajets d'affaires courts, aujourd'hui surtout assuré par les hélicoptères. Wisk, de son côté, mise totalement sur l'eVTOL autonome, avec Boeing derrière. Et Beta adopte une approche beaucoup plus pragmatique, une sorte de petit avion électrique plus fret. Pas tape à l'œil, mais très cohérent commercialement. Le style américain est très cohérent. On vise d'abord la version la plus difficile, voler plus vite, plus loin, avec plus de passagers, et ensuite on met de l'argent dessus, jusqu'à ce que ça finisse par voler. Volocopter, le grand frère des multirotors. Avec sa configuration classique à 18 rotors, il est taillé pour le taxi aérien de courte distance en ville. Fin 2024, l'entreprise a eu de gros problèmes de financement et est entrée en procédure d'insolvabilité. Après son rachat en 2025, elle a relancé l'offensive pour certifier le Volocity et a même lancé le programme eVTOL Sandbox de 2026 pour une pré-exploitation quasi commerciale. Elle a failli y passer, mais grâce à un petit redémarrage de sauvegarde, Volocopter continue l'aventure et passe encore au niveau supérieur. Vertical Aerospace, l'école britannique du faire plus avec moins. Le VX4 adopte une configuration portance plus croisière. Aile haute, rotor basculant, avec des objectifs de vitesse et d'autonomie comparables à ceux des acteurs américains. L'appareil est actuellement en phase 4 des essais de transition et n'a obtenu son permis to fly qu'en novembre 2025. L'objectif est de certifier le modèle avec environ 700 millions de dollars, bien loin des 2 à 4 milliards de Joby ou Archer. En clair, c'est un peu le DeepSeek du monde eVTOL. Mêmes ambitions, mais avec un budget minimum. Lilium,
le projet le plus stylé, mais aussi le contre-exemple parfait d'une technologie à très haut risque. Avec ses ventilateurs carénés intégrés dans les saumons et les ailes, le concept est ultra futuriste. Mais les coûts, la complexité et la consommation de capital sont colossaux. En 2025, l'entreprise est pratiquement entrée en liquidation ou en procédure de vente, devenant pour beaucoup le rêve eVTOL qui a fini par manquer d'argent. Et puis il y a Airbus. Il travaille depuis longtemps sur City Airbus, A3 et toute une série de projets expérimentaux. En regardant les configurations testées, on voit bien qu'Airbus pense sur le long terme. Ils développent des démonstrateurs eVTOL d'un côté, et de l'autre, ils avancent sur l'avion régional plus électrifié et sur des systèmes de propulsion hybrides, des programmes de plus grande envergure. Ce n'est pas vraiment une course à la commercialisation immédiate, mais plutôt une stratégie de réserve technologique. Attendre que les règles et le marché se stabilisent avant de passer à l'échelle. La trajectoire chinoise est assez typique. D'abord construire une chaîne industrielle de drones légers au niveau mondial, puis l'étendre progressivement vers des versions habitées. Prenons Ehang. La configuration ressemble plutôt à un grand multirotor. Et les scénarios visés sont très pragmatiques. Survol touristique, trajet urbain court, secours d'urgence, petit transport. Mais il reste encore beaucoup de questions sur l'espace aérien et la gestion du trafic, des défis qui demanderont du temps pour être vraiment résolus. Mais si un jour les politiques soutiennent les eVTOL autant qu'elles ont soutenu les véhicules électriques, avec des villes pilotes, une montée en charge progressive, des subventions et des lignes de démonstration, alors les eVTOL pourraient très bien revivre le même scénario que l'essor des voitures électriques. Donc en 2028, tu ne seras probablement pas agacé par un ciel rempli d'eVTOL. Mais dans certaines villes du monde, comme aux États-Unis, à Dubaï, Abu Dhabi, ou encore à Shenzhen et Guangzhou, tu verras réellement une ou deux lignes fixes commencer à vendre des billets pour transporter des passagers. Et le prix ? À peu près celui d'une navette premium ou d'un transfert en hélicoptère aujourd'hui. Pas assez abordable pour que tout le monde en prenne tous les jours, mais pas non plus réservé à une poignée de milliardaires qui veulent faire un clip sur les réseaux. À ce moment-là, les eVTOL ressembleront peut-être à l'Apple Vision Pro des moyens de transport. Assez cher, très nouveau, super impressionnant, mais encore loin d'être un objet que tout le monde possède. Et l'Europe alors ? D'ici 2028, il est très probable que ces règles et standards continuent d'être copiés comme la bonne réponse, partout dans le monde. Mais l'eVTOL qui viendra vraiment te chercher au-dessus de chez toi pour t'amener à l'aéroport, ce sera peut-être encore un modèle américain, ou venu d'ailleurs. Du coup, plutôt que d'avoir le ciel rempli de voisins qui volent, tu te diras peut-être qu'il vaut mieux laisser les Européens écrire leurs normes encore 2 ans de plus.